C'est inquiétant. On est à 3800 arbres à abattre en 2015. Depuis le début de l'épidémie à Montréal, on parle d'à peu près 10 000 arbres abattus. On voit beaucoup de mortalité de frênes. D'ici une dizaine d'années, entre Carignan et l'autoroute 20, il n'y aura plus vraiment beaucoup de spécimens. On a pris conscience que la situation nous affectait autant que les municipalités environnantes, parce que Saint-Bruno est une ville d'arbres. Ce qui est désolant de la grille, c'est qu'elle ne sera jamais éradicable. Il va falloir vivre avec. Nous ne sommes pas condamnés, à la fois comme ville et à la fois comme communauté métropolitaine, à voir décimer tous nos frênes. Je ne crois pas cela. Effectivement, il y a plein de choses qu'on peut faire pour lutter contre la grille du frêne, ne serait-ce que de ralentir ses impacts. Et il y a toutes sortes de stratégies qui peuvent être utilisées pour ça. La seule façon de contenir ou de s'attaquer à la grille du frêne, c'est de s'assurer que tout le monde, en même temps, ait le même plan d'action. Puis c'est exactement dans ce sens-là qu'on le fait. La grille va continuer de se développer. De là, l'importance de travailler ensemble, toutes les municipalités, pour affronter ce fléau. La grille du frêne est un insecte de l'ordre des coléoptères, en fait de la famille des Buprestidés, 14 à 18 mm de long, vert métallique. On croit qu'il est introduit accidentellement par le transport de marchandises via la cale des bateaux. Donc, la grille du frêne a été découverte ici en Amérique du Nord en 2002, à Windsor et à Détroit, en fait, deux villes voisines. La grille sous nos latitudes va émerger environ au début juin. Ça prend environ 2 semaines. Les adultes vont aller se poser sur la cime des frênes, commencer à se nourrir des feuilles, pour ensuite s'accoupler. Et les femelles vont alors pondre les œufs sur les frênes, en fait. Et c'est vraiment sous l'écorce là, que les larves, c'est vraiment les larves qui vont causer des dommages aux frênes en se nourrissant d'une couche, en fait, qui est très importante pour l'arbre, qui permet à la sève, en fait, élaborée de circuler. Donc, la sève qui transporte tous les éléments nutritifs pour fabriquer des feuilles. Les larves creusent des galeries dans cette couche-là, ce qui va causer la mort peu à peu de l'arbre parce que l'arbre, la sève ne pourra plus circuler dans ses tissus. Donc, la larve, à la fin de l'automne, va commencer sa métamorphose pour, le printemps suivant, donner naissance à un adulte qui va émerger encore une fois au mois de juin. Une femelle à grille peut pondre environ 50 à 300 œufs. À partir du moment où l'arbre devient fortement infesté, tous ses voisins, eux, vont périr beaucoup plus rapidement parce que les populations de la grille vont être beaucoup plus élevées, ce qui va causer une mortalité très rapide là, des frênes. C'est un insecte qui est transporté souvent par le bois de frêne infesté. Donc, c'est vraiment primordial, là, si on veut lutter contre cet insecte-là, de contrôler le bois qui est issu de l'abattage des frênes, s'assurer qu'il ne sera pas transporté justement sur le territoire. Au Québec, sa découverte remonte à 2008. Il a été découvert pour la première fois là, sur l'île de Mers, dans la ville de Carignan. C'est un arboriculteur qui était caillé d'un arbre, puis il s'est dit « Hey, c'est une bébite pas indigène, c'est une bébite qu'on ne connaît pas. » Il a levé la main. Tous les niveaux du gouvernement ont regardé ça avec intérêt, ont délégué l'expert, qui ont commencé à dire « Bien, il faut essayer de contrer ça le plus possible. » Malgré les efforts qui ont été consacrés sur ce territoire, la grille s'en est échappée. Hein? Elle peut voyager quelques kilomètres par année. Aujourd'hui, pratiquement, là, toutes les villes de la CMM là, ont la grille sur leur territoire. Certains d'entre eux ne l'ont pas encore détecté, mais c'est une question de temps avant de le trouver. Ici, au milieu, il y a un petit truc de phéromones pour les attirer. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Il n'en manque pas. C'est un ravageur qui va avoir un impact important parce que le frêne est présent, très présent dans nos municipalités. Pourquoi autant de frênes dans les villes? C'était les arbres champions des villes, les frênes. Ils résistent à toutes les conditions. Des arbres qui étaient faciles à produire en pépinière, donc qui ne coûtaient pas cher et qui poussent vite. Toutes les qualités, en fait, qu'un arbre doit avoir pour être un bon candidat dans une ville. Montréal, on a 20 des arbres de rue qui sont des frênes.
C'est des pourcentages qu'on observe dans plusieurs villes, 10 à 20 ce qui est assez important. Là. Ce qui veut dire qu'un arbre de rue sur 5 là, pourrait être perdu par la grille du frein. Pour la sécurité publique, c'est important d'agir rapidement, de les enlever, de les abattre. À partir du moment où un frêne est mort, il devient très dangereux. Il peut s'affaisser au sol, il peut perdre des grosses branches. Donc, il n'y a plus de compagnie d'élagage à ce moment-là qui veut monter dans l'arbre. Donc, on utilise tantôt des nacelles, des grues, et le coût d'abattage augmente là, exponentiellement aussi à ce moment-là. Agir en début d'infestation va coûter moins cher que de ramasser les pots cassés. La grille est là pour rester. C'est, comme on dit, un rouleau compresseur. On sait qu'on ne peut pas l'éradiquer, bien sûr. On est pris avec cet insecte-là. Ralentir la mortalité des frênes, c'est un peu ça l'approche. Ça s'appelle SLAM. SLAM, ce que ça veut dire, Slow Ash Mortality. Ce qu'on cherche à trouver, en fait, c'est les épicentres, donc les foyers d'infestation qui sont importants. Si on réussit à neutraliser sur notre territoire ces foyers-là, on peut gagner des années. Lorsque l'arbre se sent un peu partir, se sent mourir, bien, il décide de produire davantage de fruits afin de laisser plus de progéniture. Donc, c'est sa réaction. Puis, au final, on voit des milliers de samars dans un arbre qui est probablement dans ses dernières années de vie ici. Oui, exactement. Cet arbre-là, il est sérieusement infesté. On voit des galeries d'agriles jusque quasiment à la base, à la souche. L'arbre va produire des gourmands ou des tiges à la base pour survivre. Sur les frênes à abattre aussi, on met toujours des enseignes. Ce frêne, cet arbre est malade, nous devons l'abattre pour cause de. Pour dire c'est quoi les raisons, puis bon, quand est-ce que ça va être fait. Pour pas que les gens disent que la ville est méchante puis elle coupe des arbres, en fait, là. Quand les budgets sont disponibles, il est possible de traiter les arbres, les frênes avec un insecticide. Le triazin, qui nous permet, sur une base de 2 ans, d'avoir une relative immunité. Le rond blanc signifie que l'arbre a été traité cet été au triazin. Le rond orange signifie qu'au cours de la prochaine année, il devra être abattu. C'est pas un insecticide qui va détruire à tout jamais la grille et qui va sauver l'arbre pour toujours, mais c'est plutôt un produit qui va inhiber la grille. Et en ce sens-là, on peut conserver les frênes plus longtemps, conserver la canopée, ce qui donne du temps pour reboiser. Les arbres, c'est les infrastructures vertes, en fait, les seuls qui prennent de la valeur en poussant, en grandissant. Les arbres, c'est de l'ombre, de la fraîcheur, c'est aussi une qualité d'air supérieure, un milieu de vie plus agréable avec de la verdure. Les gens sont plus calmes, plus heureux, plus en santé, mais aussi absorption des eaux pluviales. Donc, autrement dit, la plupart des villes vont chercher à augmenter leur superficie occupée par des arbres, parce que les arbres aujourd'hui sont considérés comme des infrastructures vertes qui offrent des services gratuits aux villes. Pour ce qui est des terrains privés, mais la charge est remise aux propriétaires, ce qui n'est pas toujours facile parce que certains propriétaires ont de nombreux frênes. Ici, des 15 frênes sur une propriété, c'est vraiment pas rare, là, surtout un endroit ici comme les Goyers. L'enjeu pour les propriétaires, c'est le coût d'abattage. Un mastodonte comme ça, c'est près de 2 000 $. Certaines villes vont aider de façon financière. On a voté un règlement en juin qui permet une subvention de 2 000 $ pour aider les propriétaires. On a ici une opportunité, en fait. Bois de frêne qui est un bois noble, au lieu de le mettre en copeaux, il y a moyen de faire mieux. On peut faire des planches, on peut faire des meubles. On peut les revaloriser de certaines façons en utilisant, par exemple, l'intérieur, le bois dur qui n'est pas infecté pour faire des meubles ou pour faire d'autres outils municipaux. On peut penser à des bancs de parc ou différents éléments qui ne seront pas dangereux pour la propagation de la grippe du frêne. Les citoyens, par exemple, qui le désirent là, rapidement, pourraient faire venir une compagnie chez eux, faire abattre leurs frênes pour faire des planches. Et à ce moment-là, ils pourraient avoir un beau meuble qui leur donnerait un souvenir intarissable de leurs frênes majestueux qu'ils possédaient dans leur cour.
l'idée de lutter contre la grêle du frêne, c'est aussi se prémunir en augmentant la biodiversité de nos forêts, en améliorant notre forêt finalement pour la rendre plus résiliente. Il y aura d'autres ravageurs qui vont nous provenir de d'autres continents. Donc, la grêle du frêne, le phénomène, ça nous donne une occasion de réfléchir à nos actions, aux nouvelles pratiques qu'on peut adopter pour protéger nos couverts forestiers, nos canopées dans les milieux urbains. Un des premiers arbres qui a été planté avant la crise de la grêle du frêne, avant l'arrivée, un an avant, c'est un arbre d'avenir, c'est une nouvelle variété d'orme pour augmenter notre canopée dans le futur. Depuis un an, les villes ont travaillé fort, elles se sont appropriées la problématique, elles sont proactives, du moins celles qu'on a visitées nous ont montré comment elles planifient tout le budget qui vient avec ça. Il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas un plan qui est pareil. Par contre, on retire de chacun de très bonnes idées, de très bonnes tendances qu'on va essayer de colléger. C'est pour ça que quand je vous parlais de complémentarité, de stratégie, bien, ça nous permettra de voir de tirer les profits de l'expérience des uns des autres dans ce cas-ci. Il y en aura sûrement d'autres. Nous sommes tous des territoires contigus, donc forcément, ce qui touche l'un va finir par vous toucher, à moins d'une circonstance exceptionnelle. Donc, nous avons le devoir de travailler ensemble. On réussit à démontrer comment on peut concrètement, avec les 82 municipalités, travailler ensemble sur des situations communes. Et puis, je me réjouis de voir à quel point tout le monde a pris ce virage et ce leadership. Donc, ça démontre encore la pertinence et l'importance d'une organisation comme la CMM.